Depuis quelques années, certaines disciplines autrefois inconnues du grand public en sport de combat connaissent un succès significatif. Le Krav Maga, le Pencak Silat, le Systema, la boxe de rue. Mais derrière ces termes génériques se cachent en fait des méthodes sur les réponses à apporter aux agressions du quotidien. Alors, le Krav Maga apporte-t-il des réponses pragmatiques à notre société? Vertu, stress, agression faite aux femmes, c'est ce que nous allons découvrir dans cette causerie numéro 2. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette causerie numéro 2 sur le Krav Maga. Alors, nous allons parler de valeurs et de l'ego et nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau l'éminent spécialiste, on va dire, du Krav Maga, Richard Douyeb. Bonjour Richard. Bonjour Eric. Alors, pour rappel, vous êtes ancien président de la Fédération européenne de Krav Maga. Vous l'avez dirigé jusqu'en 2019 et même créé. Et vous êtes prof de Krav Maga. On a vu dans la causerie numéro 1 tout votre accompagnement que vous avez fait par rapport à cette discipline. Alors, la première question que je souhaitais poser, c'est y a-t-il des vertus dans cette discipline et quelles sont-elles? Alors des vertus, il y a les vertus physiques, celles qu'un sport peut vous apporter. Le Krav Maga, c'est une méthode complète, c'est-à-dire il est bien aussi de travailler des pompes, faire des pompes, des tractions, des abdos, des étirements, travailler le cardio, la coordination. La coordination, c'est très important, l'équilibre aussi. Et donc, voilà pour les vertus physiques, la capacité à coordonner ses mouvements dans toutes les situations possibles, debout, assis, couché, dans le noir, éventuellement dans l'eau, si on se fait attaquer dans l'eau. Donc ça, c'est un travail très intéressant. Après, pour ce qui est des vertus morales, les vertus morales, c'est celles que peuvent apporter tous les sports. C'est-à-dire le courage, l'humilité, parce que dans un combat, des fois on perd. C'est très important. Tous les sports de combat de compétition sont très bien pour ça, parce que de temps en temps on perd. C'est bien d'apprendre à perdre. Donc, moi je dirais essentiellement ça, forcément d'autres, la patience, l'abnégation, voilà, des fois on n'a pas envie d'y aller, on y va quand même, on est fatigué, on y va quand même. La solidarité aussi, le sport de Krav Maga c'est un sport individuel, et pourtant on travaille avec un partenaire, et on ne peut pas progresser si on n'est pas attentif à notre partenaire pour le faire progresser, qui lui-même va être attentif pour nous faire progresser. Donc on a tout ça et j'en oublie. Oui, ce sont quand même des vertus importantes. Vous parlez aussi de vertus physiques, je trouve ça très intéressant, qui sont entremêlées en fait avec ces vertus morales. C'est-à-dire que vraiment cette discipline englobe énormément de choses. Ça prend du temps, non? D'acquérir toutes ces vertus. Après, tout dépend comment on s'implique, mais je pense que déjà dès les premiers mois, on peut avoir une petite notion, puis après on le développe, je dirais pas à l'infini, mais de plus en plus au fur et à mesure que... Par exemple, on fait un combat avec quelqu'un, quand on fait un combat avec quelqu'un, si le combat est dur et qu'on est assez préparé pour le faire dur, sans causer de réel danger physique, avec notre partenaire, des fois, il y a des partenaires qui se fâchent au début. Mais après, au fur et à mesure du temps, on se fâche pas. C'est-à-dire qu'on a mis les émotions, on n'est pas des robots, on a tous des émotions, mais les émotions, il faut savoir les placer aux beaux endroits. Et dans un combat, par exemple, si on est dans l'émotion et que l'autre a le même potentiel que nous et que lui il ne l'est pas, il va gagner. Il faut savoir faire abstraction de ses émotions pour être le plus efficace possible. Et puis en même temps, ok, on a pris une défaite, on a été battu. Merci, bravo.
c'était bien ce que tu as fait. Donc ça, voilà, ce sont des valeurs qui sont très importantes et qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Ouais, on va y venir hein, justement sur les émotions, je trouve très intéressant parce que on n'arrive pas parfois à les accepter ou à les comprendre. On parle de la peur, on parle de la colère, on peut parler de la joie, pourquoi pas aussi. Il y a énormément d'émotions hein, si on va sur ce secteur-là, mais ça veut dire que grâce à cette pratique, on peut amener à comprendre, à les accepter, à les mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'acceptation. C'est-à-dire, bon, si on gagne, pas de problème. Si on gagne, on est joyeux, tout va bien. Mais quand on perd, quand on a une difficulté ou quand on va au-delà de nous-mêmes pour essayer d'arriver dans un combat pour la ceinture verte, par exemple, c'est le premier combat dur que nos élèves ont à faire. Ils vont au bout d'eux-mêmes, ils se mettent à l'épreuve et ils vont jusqu'à des endroits où ils ne se pensaient pas capables d'être. D'aller explorer, on va dire, ce champ-là. Parce qu'on a parlé dans la causerie numéro 1 qu'il pouvait y avoir des compétitions, mais par contre, il y avait un débat quand même assez critique sur ce phénomène de compétition aussi. Hein. Alors, moi je pense que la compétition c'est très bon. Donc aussi bien en kickboxing, boxe thaï, MMA, c'est une très bonne chose. On parlait des jeux du cirque éventuellement, mais c'est surtout les gens qui regardent. Même, bon, on voit souvent dans les combats de boxe ou même en MMA maintenant avec les Conor McGregor, trash talking, où le gars il insulte sa famille, sa mère. Mais, mais on voit même quelqu'un comme McGregor par exemple, enfin je sais pas si vous connaissez, Oui. mais quand il fait ses combats et il a fait toute sa promotion comme ça, enfin c'est une histoire presque d'argent et aussi de personnalité. Je pense il se nourrit et il se déstresse de ces voilà, de ces insultes même envers son futur partenaire de combat. Mais quand on le voit dans le combat, il a fait abstraction de ses Il n'est émotions. plus le même. C'est plus le même. Et d'ailleurs, on le voit quand il perd. Parce que quand il perd, il aurait voulu gagner, il a la déception de celui qui a été battu, mais vis-à-vis de son partenaire, il le salue, il fait OK, très bien. Donc dans le fond du fond, il n'est pas tout à fait ce qu'il dit juste avant de combattre. Donc lui aussi, il a des vraies valeurs. Après, je ne sais pas comment il va tourner, hein, parce qu'il est aussi un peu déréglé. Mais c'est vrai que là, on parle de vertu et de valeur, et justement l'exposition, hein, on est sur le côté, entre guillemets, spectaculaire. On a vu aussi le versant éducatif. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette pratique, c'est justement la possibilité de comprendre aussi les phénomènes de stress. On va y venir. C'est-à-dire qu'on est dans une société hyper stressante. Notre cerveau, on l'a vu dans des causeries, est réglé vraiment sur la survie. Se reproduire, se nourrir, mais la survie. Et on est dans une société où finalement on est quand même dans un certain confort. Donc cette pratique pourrait amener aussi à accepter ces états de stress et de pouvoir justement s'adapter. Pardon. Moi je crois vraiment que on n'est pas fait pour être tout le temps dans le confort. C'est-à-dire que on a été créé pour résister à pas mal de choses. On est comment dire, les rescapés de 5 catastrophes qui ont éradiqué presque toute la vie sur la planète. Donc on est vraiment bien adapté à ça. Et si on n'a pas des épreuves dans nos vies, on n'est pas bien parce qu'on est fait pour les surmonter. Et en fait, si on veut nous progresser, si on veut nous épanouir, on doit absolument se dresser surmonter des épreuves qu'on est capable de surmonter. Si le stress, si les épreuves sont trop grandes, on ne va pas y arriver. Et on va régresser. En revanche, si les épreuves sont suffisamment importantes pour que ça en soit vraiment, et qu'on est capable de les surmonter, à ce moment-là, on va aller vers un niveau supérieur. Ouais, alors on a passé une petite diapo justement pour comprendre un peu la gestion des émotions et notamment cette zone hein, ici de l'amygdale proche de l'hippocampe. L'amygdale, c'est vraiment le centre des émotions et qui est à côté du centre de la mémoire. C'est-à-dire que quand on vit une agression, quelque part, on va vraiment la mettre en mémoire beaucoup plus que d'autres. On imagine que si on a vécu
dehors une agression, elle peut rester des années et des années, et on peut rester avec ça et vivre un stress en permanence et de peut-être créer de la peur. Oui, bien sûr, enfin c'est un traumatisme. Mm. Donc pour ça, bon, il y a des spécialistes qui doivent pouvoir les soigner. Moi, je dirais que, sans dire que le Krav Maga c'est une thérapie, mais à ce moment-là, on peut faire revivre tout doucement un stress contre lequel la personne qui a été traumatisée pourra réagir, pour pouvoir progresser, aller de l'avant. Je pense qu'il n'y a pas que le Krav Maga pour ça, mais pourquoi pas? Oui, ça, c'est déjà arrivé. Il y a beaucoup d'hommes et notamment de femmes qui sont arrivés chez nous parce qu'ils ont été agressés, qui veulent surmonter ça. Le Krav Maga, en fait, il permet quand même d'accompagner certaines personnes et notamment de gérer ses émotions quelque part. Mais d'autres disciplines, on va dire, peuvent le faire. Mais au bout du compte, quand on subit une agression, c'est important aussi de reconstruire derrière avec des outils, parce qu'on parle de résilience avec Boris Cyrulnik, on parle de construction post-traumatique, mais parfois on n'a pas d'outils, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, des phrases, il faut faire du développement personnel. Par contre, là, la discipline, elle est aussi très concrète, non? Alors, bon, donc il y a des spécialistes pour ça, il y a des psychologues, des psychiatres qui peuvent peut-être reconstruire les personnes qui ont subi ce genre de traumatisme. Le Krav Maga peut être un moyen, sans que nous soyons des spécialistes de la question. Mais effectivement, si on suit ce processus dont j'ai parlé, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui est fragilisé par un traumatisme qu'il a vécu, et pour lequel auquel on va soumettre des épreuves qui seront très légères, qu'il sera capable de surmonter, il y a une possibilité effectivement pour qu'il progresse et il s'enlève un petit peu tout ça. Ouais, alors on va continuer en fait justement sur cette notion de stress et de self-défense, parce que c'est quand même relié. Il y a pas mal de recherches qui se font là-dessus, mais vous, comment vous arrivez en fait à l'enseigner? C'est-à-dire qu'il y a quand même une situation où il faut rester calme, mais aussi il faut avoir les bons gestes, je suppose. Il y a toute une logique et ça prend du temps, non? Alors les gestes, ça prend du temps. Encore une fois, une femme à qui on apprend à éviter une claque, ça prend 2 minutes, par exemple. Et il y a un coup de pied, ça peut prendre très peu de temps. Après, on répète et on automatise. Et en fait, il faut simplement aussi, enfin simplement, il faut que les mouvements d'agression deviennent familiers. Par exemple, on descend du bus, on monte dans le bus, en métropole, on rentre dans le métro, il y a beaucoup de monde. Ici, il y a des endroits où c'est plein de monde. On sait très bien s'éviter, mais on n'a pas l'habitude de quelque chose qui vient volontairement sur nous. Et il faut que ça soit familier, il faut que notre vision s'accoutume à ça, et il faut qu'on habitue nos gestes à faire ces mouvements-là de façon automatique. Ça, c'est pour le côté technique, automatique. Après, pour le stress, on revient à ça. On commence par des combats qu'on enseigne. On enseigne à nos élèves débutants à faire des combats souples, ce qui est très dur, parce qu'ils ont peur d'être touchés, donc ils vont vite. Et la force, du coup, c'est dans la vitesse. Donc du coup, ils vont vite, et l'autre aussi, il va vite pour pas être touché. Ils n'ont pas envie de se faire mal, mais de l'autre côté, ils n'ont pas envie d'avoir mal. Et donc, ça peut dégénérer en combat dur. Du coup, nous, notre travail, c'est contrairement à ce qu'on voit dans d'autres écoles, ce qu'on voyait avant, c'est de banaliser ces mouvements-là, de telle façon qu'ils en aient pas peur, ils aient pas mal. Je prends l'exemple de Mike Tyson. Mike Tyson, il a été le champion incontesté des lourds pendant plusieurs années en boxe anglaise. Ça a été un phénomène de puissance et de rapidité. Les gens qui montaient sur lui, ils avaient déjà peur avant de commencer tellement. On pourrait parler d'un syndrome de Mike Tyson. On pourrait, ouais. Et en fait, Mike Tyson, si on l'avait pris à 12 ans, quand on lui avait mis un bon boxeur, qu'il avait été KO une fois, 2 fois, il serait jamais devenu champion qu'il a été. Donc, il s'est construit aussi. Au départ, on n'a pas tous le même potentiel, c'est comme le courage, la taille, la force physique, on est avec des potentiels différents. Mais à partir du potentiel, enfin à partir d'une base, sur un potentiel qu'on peut développer, on peut travailler pour l'améliorer,
Le stress, c'est pareil. Tout est contextuel en fait, ça va dépendre aussi du niveau et du contexte. Vous êtes ancien préparateur du GIGN notamment. Là, le contexte est complètement différent. On est dans des situations très périlleuses. C'est même une notion de vie et de mort. Et on va aussi avoir des situations d'agression, on va dire, juste pour prévenir de l'agression, c'est ça? Vous voulez dire avec le GIGN? Oui. Non, ils faisaient vraiment, ils apprenaient le Krav Maga depuis le début, jusqu'à 360 degrés, contre coup de couteau, menace au pistolet, etc. Ils s'en sont servis d'ailleurs, à mon époque. Quelquefois, et ils venaient me le dire tout contents dans les cours. Ça me faisait plaisir aussi. Donc non, ils apprennent la différence avec eux et les élèves lambda que j'ai, c'est que chez mes élèves, il y a des gens qui ont au départ un très bon mental et d'autres beaucoup moins et d'autres très peu, qu'il faut travailler prudemment pour que tout le monde puisse en profiter, même s'il y a forcément une élite qui se crée. L'élite sur un cours d'une centaine de personnes, il y en a 5 ou 10 qui vont émerger, mais les autres aussi doivent progresser. Et la différence, c'est qu'avec les membres du GIGN, ils ont tous un mental, parce qu'ils ont été sélectionnés comme ça. Ouais, on parlait effectivement de mental, mais le mental, il se génère aussi avec les autres. C'est-à-dire que dans notre survie, voilà, on a le sentiment d'appartenance, on apprend par altérité de l'autre, donc c'est important aussi d'évoluer. Il y a aussi ce souci dans le Krav Maga d'accompagner, d'aider. On parlait des vertus au début. Alors, on ne peut pas progresser bien et se sentir bien dans un cours si notre élève ne nous aide pas à progresser. Et pour qu'il nous aide à progresser, il faut qu'il le fasse avec toute sa bonne volonté. Ça veut dire que nous, on l'a aidé à progresser aussi. Donc à ce moment-là, il y a un accord. Et donc c'est un sport, le Krav Maga, c'est un sport individuel, mais c'est pas du basketball. Mais les deux s'aident pour progresser. En fait, les anciens, normalement, ils doivent être des bons partenaires pour tout le monde. Et entre eux. Et comme ça, ils peuvent travailler, par exemple, souple, même des enchaînements qu'ils ne maîtrisent pas, ils peuvent apprendre à les maîtriser. Parce qu'ils savent qu'en face, si ça ne marche pas, leur enchaînement, l'autre, il va répondre, il va répliquer de façon à ce que lui ne soit pas mis en danger physiquement. Ouais, là, on parle aussi de contexte, mais d'accessibilité. On a parlé aussi un peu des femmes. Il y a quand même de plus en plus aussi une population féminine qui vient s'engager parce que les violences faites aux femmes, il faut en parler. C'est quand même des sujets récurrents, et notamment ici sur l'île de la Réunion, énormes. Est-ce que le Krav Maga peut apporter des idées, de l'accompagnement, des solutions pour ces femmes? Alors les femmes, elles sont comme nous, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes qualités que nous, moins de puissance physique, certainement, une éducation encore malgré bien que ça se libère aujourd'hui, qui fait qu'elles sont encore un petit peu plus contenues que nous. Donc une femme avant qu'elle se lâche, c'est souvent un peu plus long. Mais il n'y a pas de raison. En boxe thaï, par exemple, on a une femme qui s'appelle Anissa Meksen, qui a été 22 fois championne du monde de boxe thaï, qui combat avec des hommes, et les hommes, ils ont le trac, et c'est une belle fille, hein, et ils ont le trac quand ils montent contre elle. Donc il n'y a pas de raison. On sait qu'elles sont toniques, elles peuvent avoir la même vision du combat, peuvent avoir un cardio d'enfer, et ça peut très bien marcher. Et d'ailleurs, ici, je sais pas. Je sais que Pascal, il a des femmes. James, hein, qui intervient dans les créneaux ici du SWAPS à l'Université de La Réunion en Krav Maga. Voilà, et d'ailleurs dans le stage qui vient de se dérouler, on a eu des femmes de l'université. D'ailleurs, il y avait, je crois, 4 femmes et 2 hommes. Et j'étais là, partante. Donc, moi, je vois pas de... En France, il y a des clubs où il y a plus de femmes que d'hommes dans le club. Ça dépend aussi du prof. On revient un petit peu sur la causerie numéro 1 des mythes et croyances. Hein. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était, par certaines activités, une activité d'homme, et puis là, il y a des différences hommes-femmes, on le sait, sur les hormones, on ne peut pas y échapper, sur des notions de force, elles sont aussi endurantes que les hommes. Mais c'est vrai que là, les pratiques se féminisent dans tous les sens du terme, mais là aussi, on a
on va dire, cette opportunité d'accéder à une pratique qui permet aussi de se défendre. C'est quand même intéressant, non? Bien sûr. Mm. Aujourd'hui, les femmes elles sont chauffeurs routiers, elles sont policiers, on sait qu'elles peuvent tout faire. Donc il n'y a pas de raison qu'elles soient pas aptes à se défendre contre une agression physique. Alors, vous avez quand même beaucoup de féminines qui viennent se licencier. Vous parlez des licences dans la causerie numéro un. Est-ce que vous voyez, on parle souvent de 10-15% Alors de licenciés. ça a été le cas dans le temps. Mm. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Je le disais, il y a des clubs où ils sont 50% ou plus de femmes chez certains profs. Donc oui, il y en a qui sont 20, 30, ça dépend des endroits. Venez pratiquer le Krav Maga, c'est vraiment intéressant, on le pratique aussi à l'université. C'est vrai, quand on parle de sport de combat, on a parlé de McGregor tout à l'heure au niveau du MMA, du côté spectaculaire, on parle aussi de l'ego de la personne. Je sais que vous êtes très sensible et que vous travaillez actuellement sur ces sujets thématiques par rapport à l'ego. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est quoi pour vous l'ego et ce que ça représente dans cette discipline? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai un petit peu réfléchi parce que quand les gens montent en grade et quand ils commencent à avoir un statut, des fois, l'ego grandit. Moi, j'ai un petit peu lu là-dessus, donc c'était assez agréable d'en apprendre un petit peu plus. Mais donc, moi, ce que j'ai lu, ce que j'en ai retenu, c'est que l'ego, en fait, c'est notre capacité à nous reconnaître. Et l'ego, c'est une bonne chose parce que d'abord, c'est inhérent à chaque être humain. On n'est pas les seuls à avoir de l'ego. Il y a certainement des animaux qui en ont, comme d'autres primates évolués, peut-être des dauphins, peut-être d'autres cétacés qui sont des espèces évoluées. Et la reconnaissance de nous-mêmes, c'est pas mal parce que ça nous permet de réfléchir, de cogiter, d'avoir peut-être un recul sur soi, de nous affirmer aussi, de prévoir des choses. Mais et donc c'est un outil. C'est-à-dire que notre ego est un outil qui doit nous permettre de mieux vivre. Mais le problème, c'est quand on confond notre ego avec notre existence. Et nous, on n'est pas fait pour vivre avec notre ego, qui lui, des fois, veut vivre, mais on est fait pour vivre avec notre existence. Donc quand on confond cette boîte à outils avec notre existence, là il y a un problème. C'est un problème existentiel. Les gens qui ont trop d'ego, ils peuvent pas vivre si bien que ça. On parle de surestimation de soi, c'est-à-dire on est sur l'estime de soi, sur l'ego, qui est différent quand même de la confiance en soi, qui elle va après être derrière, c'est-à-dire la confiance, elle se construit, mais l'estime de soi c'est très très important au départ pour faire une pratique ou pour faire un métier quel qu'il soit, mais il pourrait y avoir dans les sports de combat notamment de la surestimation, c'est ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on devient trop dépendant de son ego, on ne vit plus, parce qu'on n'existe plus que par le regard des autres. Et non, on n'est pas fait comme ça. Donc il y a des gens qui vont pas bien à cause de ça. Et puis dont l'entourage ne va pas bien, forcément. Donc nous, si on veut vivre bien, il faut qu'on soit bienveillant. Si on est bienveillant, c'est là qu'on a une chance de vivre bien. On parle de bienveillance, mais aussi d'exigence. On peut avoir les deux qui sont mêlés. C'est obligé. Mais on est dans une société d'image aussi. Donc on a parlé dans la causerie numéro 1 de côté spectaculaire, les jeux du cirque. Donc est-ce que c'est pas relié justement à cet ego? Finalement, la valorisation de l'image, on peut scroller rapidement des images, et en fait, plus il y a de vues, plus on va regarder. On est ensemble à mettre justement une surenchère, non, de cette image et de l'ego. On vit dans une société extraordinaire. C'est-à-dire une société où la technologie va tellement vite qu'elle nous dépasse. Et elle dépasse notre capacité d'adaptation. On n'est pas fait pour aller aussi vite que ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus que le paraître est plus important que l'être. C'est-à-dire qu'on va faire des efforts inouïs pour paraître, et finalement, on voit avec les youtubeurs, voilà, ma dernière pause, mais derrière tout ça c'est creux, et il y a des milliers de gens qui s'intéressent à ça. Et donc il faudrait retrouver
c'est un outil extraordinaire. Enfin, tous ces TikTok, Instagram, Facebook. Et il faudrait retrouver la possibilité d'utiliser cet outil-là aussi pour l'être. Après, le paraître, c'est important, mais à ce point-là, euh, voilà, faire la part des Oui, choses. c'est intéressant de développer par rapport à cette notion de paraître et d'être, parce que derrière, il y a toujours peut-être une question à se poser sur l'intention, finalement. Quelle intention on va avoir, finalement, de mettre cette image? Est-ce que ça va être une intention d'accompagner, de donner de l'information, justement, qui permet. Là, la discipline que vous avez, et notamment self-défense, permet de travailler parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, parce qu'on peut vite se prendre des coups aussi, c'est ça. C'est ça, c'est une école d'humilité. Bon, c'est pas la seule, mais c'est une école d'humilité quand le Krav Maga est bien pratiqué. Donc il faut choisir un bon prof. Et il faut choisir surtout aussi un vrai prof de Krav Maga. Euh, voilà pour ce qui est du paraître au lieu de l'être. En fait, quand vous parliez de l'intention. L'intention, c'est si on est capable de un peu s'introspecter, on va se dire, euh, est-ce que l'intention, c'est nous c'est briller, premièrement. Finalement, c'est moi, je veux briller. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est assez honnête pour se le dire? Et est-ce que je veux gagner de l'argent en étant youtubeur? Briller, gagner de l'argent. Des fois, c'est le seul fond qui existe. Mais est-ce qu'on pourrait, parce que moi j'aimais bien aussi ce côté de la. J'ai été voir sur le site, dans vos lectures, etc. On parle d'une différence entre vraiment le côté d'être efficace et le côté de l'esthétisme, parce que on est un peu dans ce tableau-là, on parle d'image, c'est vraiment le côté esthétique, c'est-à-dire on va se montrer voilà, sur des beaux aspects, ce qui peut exister, mais j'ai l'impression que le Krav Maga, quand même, ce qui est important, c'est aussi d'être efficace, finalement, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, et puis d'apporter des éléments concrets. C'est le seul objectif. Puisqu'on veut, nous, survivre en cas d'agression, après, si c'est beau, tant mieux. Hein. Mais moi, au départ, d'ailleurs, quand je suis revenu en 80 en France, bon, j'ai fait des championnats à droite et à gauche, mais quand j'ai commencé en 87, je me suis dit, jamais ça prendra. Je vais ouvrir un petit cours de gaulois, là, irréductible. Et puis, le karaté, le kung-fu, c'est tellement beau que de toute façon, j'ai pas une chance. Finalement, il s'est avéré que beaucoup de gens voulaient quand même quelque chose de plus pragmatique. Et puis, c'était peut-être l'époque aussi qui voulait ça. Alors, on va pas tarder à clore cette émission, mais on va rappeler quand même quelques ouvrages. Richard Douyeb, on va le rappeler puisqu'on l'avait mis dans la causerie numéro 1. Le combat d'un homme de paix, hein, on parle de la vie d'Imrich Lichtenfeld, le créateur du Krav Maga, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors moi j'ai des petits cadeaux aussi pour les lectures et je pense que voilà sur Damasio, Sentir et Savoir, parce qu'on initie aussi pas mal de lectures aussi dans ces causeries pour vous permettre de découvrir l'expérience corporelle mais aussi mentale. Et puis aussi parce que vous êtes un homme de don, vous donnez de vous-même, donc je pense que la lecture elle est très importante, notamment sur l'inspiration sociologique de Marcel Mauss, sur l'extension du domaine du don. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin dans notre société, hein, l'intersubjectivité, donner à l'autre aussi certaines choses. Peut-être un mot de conclusion, je vous rappelle que vous êtes vraiment le créateur de cette section Krav Maga européenne, hein, et initiateur et très très connu dans le milieu. Et puis, vous êtes, je crois, à la retraite hein, maintenant, c'est ça? Absolument. Un petit mot de conclusion, justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent pour les inciter à pratiquer le Krav Maga? En fait, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. C'est-à-dire que si on apprend quelque chose qui ne marche pas, c'est pas la vérité. Donc, et c'est pas bénéfique pour nous. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'on se bat pas tous les jours et heureusement dans la rue, s'orienter vers la vérité, c'est ce qui peut nous apporter le plus de bien-être finalement dans quoi que ce soit le Krav Maga ou n'importe quoi. Donc, et nous on est assez apte à se raconter des histoires. Donc moi je pense qu'un des objectifs importants, c'est d'essayer de se raconter le moins d'histoires possible. Peut-être c'est bien quand on est enfant, hein. Ça peut nous sauver quand on est enfant de raconter des histoires pas vraies. Mais après, quand on grandit, on devient adulte,
eh ben, aller le plus possible vers la vérité, moi, c'est ce qui me plaît bien, ce qui m'intéresse. Entre l'imaginaire et puis la réalité, on va conclure sur ces beaux mots et cette belle phrase. Merci en tout cas Richard Douyeb d'être venu sur ce plateau, c'est vraiment un honneur pour nous. On vous souhaite une très très belle journée, on vous dit à bientôt pour des nouvelles causeries sur l'exploration corporelle et le sport. Merci, merci à vous.